Une femme de ménage a alerté un millionnaire, et quand il l'a suivi, il l'a vu prier sur la tombe de sa bien-aimée, disparue depuis des décennies. Dans les couloirs feutrés du 15e arrondissement, là où les buildings de verre et d'acier défilent le ciel parisien, l'empire Duhamel et d'associés règne en maître sur le monde des affaires. 23 heures sonnent à l'horloge de la réception quand Élise Renaud pousse la porte de service, son chariot de ménage grinçant légèrement sur le marbre italien. « Bonsoir, mademoiselle Renaud », murmure le vigile de nuit, Marcel, sans lever les yeux de son journal. 3 ans qu'elle passe devant lui chaque soir. 3 ans qu'elle reste cette silhouette discrète en blouse bleue, invisible aux yeux de tous, exactement comme elle le souhaite. Élise hoche la tête avec un sourire poli. Marcel ne sait pas qu'elle possède un diplôme de comptabilité de l'université Paris-Dauphine, ni que ses papiers d'identité au nom de Renaud sont faux. Il ignore surtout qu'elle a accepté ce travail humiliant dans un seul but, se rapprocher de l'homme qui dort au 20e étage, dans un appartement somptueux au-dessus de ses bureaux. L'ascenseur la hisse silencieusement vers les étages supérieurs. Élise ferme les yeux et revoit les lettres jaunies qu'elle garde précieusement dans sa chambre de bonne à Belleville. Ces lettres d'amour écrites d'une main délicate. Signées « Ton Armand qui t'aime », adressées à une certaine Isabelle, des mots tendres découverts dans la malle de Madame Lucette, la femme qui l'a élevée et qui est morte il y a 3 ans en emportant ses secrets. « Ma chérie, notre enfant grandira dans un monde meilleur grâce à l'amour que nous lui donnerons. » Cette phrase, Élise la connaît par cœur. Elle l'a lue 1000 fois, en se demandant si cet Armand pourrait être son père. Armand Duhamel, le magnat des affaires, veuf depuis 25 ans, exactement l'âge d'Élise. Les portes s'ouvrent au 16e étage. Élise sort son matériel et commence sa routine habituelle. Mais ce soir, comme tous les soirs, elle garde le bureau directorial pour la fin, pas pour l'argent. Elle gagne à peine le SMIC, mais pour ces quelques minutes où elle peut contempler le portrait d'Isabelle Duhamel, elle avance dans le couloir directoriel, ses pas étouffés par l'épaisse moquette bordeaux. Les murs sont ornés de tableaux de maîtres et de photos d'Armand Duhamel serrant la main de président et de ministre. Mais c'est l'autre photo qui l'attire, celle posée sur la console près de la fenêtre. Isabelle Duhamel, radieuse dans sa robe blanche. Le jour de son mariage. Élise s'arrête devant le portrait. Comme chaque soir, les yeux couleur miel de la femme semblent la regarder avec une tendresse infinie, cette même couleur que la sienne, cette même fossette au menton, cette même façon de porter la tête légèrement inclinée. « Encore vous !» La voix grave la fait sursauter. Élise se retourne, le cœur battant. Armand Duhamel se tient dans l'embrasure de la porte de son bureau, en chemise blanche et pantalon de costume, les manches retroussées. Il a dû travailler tard, comme souvent. « Pardon, monsieur Duhamel, je nettoyais juste. » « Vous regardez sa photo, » constate-t-il simplement, s'approchant d'elle. Chaque soir, « Je vous vois faire. » « Pourquoi ?» Élise baisse les yeux, troublée. Elle n'avait pas remarqué qu'il l'observait. Elle était très belle, monsieur. Armand étudie le visage de la jeune femme. Il y a quelque chose dans ses traits qui l'intrigue depuis des mois, cette mélancolie dans le regard, cette façon respectueuse qu'elle a de nettoyer le cadre sans jamais le déplacer, comme si elle rendait hommage à une sainte. « Vous lui ressemblez un peu, » murmure-t-il, et Élise sent son sang se glacer. « Je ne crois pas, monsieur. »« Si, autour des yeux, et cette façon de pencher la tête quand vous êtes ému. » Isabelle faisait pareil. Il s'approche encore. « Comment vous appelez-vous déjà ?»« Élise Renaud, monsieur. »« Renaud. Ce nom ne me dit rien. Vous êtes de Paris. »« De Belleville, monsieur. » Armand hoche la tête, mais son regard reste perplexe. Il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qu'il n'arrive pas à saisir. Cette femme de ménage ne parle pas comme les autres. Son français est trop châtié, ses gestes trop délicats pour quelqu'un qui a toujours fait du ménage. « Vous avez quel âge, Élise ?»« 25 ans, monsieur. » Le chiffre résonne dans le silence comme un coup de tonnerre. 25 ans. L'âge qu'aurait eu sa fille si elle avait vécu. Armand sent une douleur familière lui étreindre la poitrine. « Vous avez connu votre mère ?» demande-t-il, et sa voix tremble légèrement. Élise hésite. Elle pourrait mentir, inventer une histoire banale, mais quelque chose dans les yeux de cet homme l'encourage à dire la vérité. Une partie de la vérité, du moins. Elle est morte quand j'étais bébé. C'est ma grand-mère adoptive qui m'a élevée. Je vois. Armand se tait un moment, perdu dans ses pensées.
Et votre père, je ne l'ai jamais connu. Ces mots flottent entre eux comme une confession. Élise sent les larmes monter et détourne le regard vers la fenêtre. Dehors, Paris scintille de 1000 feux, indifférent à sa douleur. « Je suis désolée », dit Armand avec une douceur surprenante. « Perdre ses parents si jeunes. Madame Lucette m'a toujours dit que ma mère était quelqu'un de bien, qu'elle aurait été fière de moi. » J'en suis certain. Il reste silencieux, unis dans une peine commune. Armand pense à sa propre fille, morte dans le ventre d'Isabelle lors de cet accident horrible. Élise pense à cette mère qu'elle n'a jamais connue et à ce père qu'elle espère avoir trouvé. Monsieur Duhamel, elle ose enfin lever les yeux vers lui. Est-ce que vous croyez au destin? La question le surprend. Pourquoi me demandez-vous cela? Parfois, j'ai l'impression que je suis ici pour une raison, que ce n'est pas un hasard si je nettoie votre bureau, si je regarde sa photo chaque soir. Armand sent un frisson lui parcourir l'échine. Il y a quelque chose de troublant dans cette jeune femme, quelque chose qui réveille en lui des souvenirs douloureux et des espoirs qu'il croyait enterrés. Le destin. Il sourit tristement. Ma femme y croyait. Elle disait que l'amour véritable trouve toujours un moyen de se manifester, même après la mort. Elle avait raison, murmure Élise avec une conviction qui l'étonne lui-même. Armand la regarde avec attention. Cette certitude dans sa voix, cette émotion contenue. Il y a décidément quelque chose de mystérieux chez cette femme de ménage qui ne ressemble à aucune autre. « Bon, je vais vous laisser travailler, » dit-il finalement. Et Élise. « Oui, monsieur. Prenez soin de cette photo. Elle compte beaucoup pour moi. »« Bien sûr, monsieur. » Comme si c'était la mienne. Armand s'éloigne, troublé par cette dernière phrase. Élise le regarde partir, le cœur battant. Pour la première fois en 3 ans. Elle a l'impression d'avoir franchi une barrière invisible. L'homme qu'elle croit être son père lui a parlé. L'a vraiment regardé. Elle reprend son travail en silence. Mais ses gestes sont différents ce soir. Plus confiants, plus déterminés. Car elle sait maintenant qu'Armand Duhamel n'est pas seulement un patron inaccessible. C'est un homme qui souffre, qui porte le poids d'une tragédie ancienne, exactement comme elle. 3 semaines après sa conversation avec Armand Duhamel, Élise a développé une technique particulière pour son travail nocturne. Elle a découvert par hasard que les systèmes de ventilation de l'immeuble, conçus dans les années 80, transmettent les conversations d'un bureau à l'autre avec une clarté surprenante. Ce qui était d'abord une curiosité fortuite est devenu son outil le plus précieux. Ce soir-là, en nettoyant les grilles d'aération du 17e étage, elle entend distinctement la voix de François Bertrand, le directeur financier, au téléphone avec sa maîtresse. « Non, chérie, ma femme ne soupçonne rien. L'argent du compte aux Caraïbes, elle n'en saura jamais rien. » Élise secoue la tête, dégoûtée. Elle n'utilise pas ces informations. Bien sûr, ce ne sont que les petites misères humaines qui l'entourent. Les secrets pathétiques d'hommes en costume, qui se croient tout-puissants, mais chaque conversation l'aide à mieux comprendre le fonctionnement de cette entreprise, les relations de pouvoir, les alliances secrètes, et surtout, elle apprend à connaître Armand Duhamel. À travers les discussions que les autres ont sur lui, le patron devient de plus en plus distant, murmure Christine, la secrétaire de direction. À sa collègue près de la machine à café, hier, il a passé 1 heure entière à regarder la photo d'Isabelle. Monsieur Marchand s'inquiète pour lui. Hugo Marchand. Élise a souvent entendu ce nom dans les couloirs. Le bras droit d'Armand, son associé de confiance depuis 15 ans, un homme élégant aux tempes grises qui semble connaître les moindres recoins de l'entreprise. Elle l'a croisé plusieurs fois lors de ses rondes nocturnes, toujours impeccablement vêtu même tard le soir, toujours poli avec elle. « Bonsoir, mademoiselle », lui dit-il justement, en passant devant elle dans le couloir du 18e étage. Encore du travail. « Bonsoir, monsieur Marchand. Oui, je termine le niveau direction. » Hugo s'arrête, la regarde avec attention. « Vous savez, j'ai remarqué que monsieur Duhamel semble plus serein ces derniers temps. Il m'a dit qu'il avait eu une conversation intéressante avec vous. » Élise sent son cœur s'accélérer. Il vous a parlé de moi. Brièvement, il trouve que vous avez quelque chose de particulier, une sensibilité rare, selon ses mots. « Je fais juste mon travail, monsieur. » « Bien sûr. » Hugo sourit, mais son regard reste scrutateur. « Vous travaillez ici depuis combien de temps déjà ? » « 3 ans, monsieur. »« 3 ans. C'est curieux. J'ai l'impression de ne vous avoir vraiment remarqué que récemment. » Il ajuste sa cravate.
un geste machinal qu'Élise a appris à reconnaître chez les hommes nerveux. Vous êtes de Paris, de Belleville. Belleville, un quartier populaire. Vous avez de la famille là-bas. Les questions se font plus précises, plus personnelles. Élise sent un malaise grandir en elle. Pourquoi cet intérêt soudain pour une simple femme de ménage? Juste moi, monsieur. Ma grand-mère adoptive est décédée. Je vois, orpheline, donc. Il hoche la tête avec une compassion qui semble sincère. C'est difficile de grandir sans racines familiales. On se construit ses propres repères comme on peut. Exactement, monsieur. Bon, je vous laisse terminer. Bonne soirée, Élise. Il s'éloigne. Mais Élise sent son regard dans son dos. Il y a quelque chose dans l'attitude d'Hugo Marchand qui la met mal à l'aise. Trop de questions, trop d'attention pour une employée invisible. Elle reprend son chariot et se dirige vers le bureau d'Armand. Comme chaque soir, elle garde cette pièce pour la fin. La porte est entrouverte, ce qui signifie qu'il travaille encore dans son appartement privé, un étage plus haut. Élise commence par épousseter les étagères remplies de livres de droit et d'économie, puis elle passe l'aspirateur sur l'immense tapis persan. Enfin, elle s'occupe du bureau lui-même. Cette table massive en acajou où tant de décisions importantes ont été prises, c'est en nettoyant les tiroirs qu'elle découvre quelque chose d'inattendu. Un tiroir mal fermé révèle une chemise cartonnée marquée « Personnel, Isabelle ». Le cœur d'Élise bat plus fort. Elle sait qu'elle ne devrait pas regarder. Mais la tentation est trop forte. À l'intérieur, des photos d'Isabelle enceinte, radieuse, les mains posées sur son ventre rond, dans ce qui semble être le jardin d'une maison de campagne. Au dos de l'une d'elles, une inscription. Notre petite princesse arrive dans 2 mois. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Isabelle, mars 2000. Mars 2000. Élise fait rapidement le calcul. Si le bébé était né à terme, il aurait vu le jour en mai 2000, exactement quand elle est née. Selon les papiers que lui avait laissés Madame Lucette, une autre photo montre Isabelle dans ce qui ressemble à une clinique, souriante malgré la fatigue visible sur son visage. Dernière échographie avant l'accouchement. Note l'écriture délicate au dos. Armand était si ému qu'il en a pleuré. Élise sent les larmes monter. Cette femme sur les photos, elle aurait pu être sa mère. La ressemblance est frappante. Maintenant qu'elle y fait attention, les mêmes yeux couleur miel, la même fossette au menton, même cette façon de sourire légèrement de biais. Qu'est-ce que vous faites? La voix glaciale la fait sursauter. Hugo Marchand se tient dans l'embrasure, le visage fermé, dans sa panique. Élise lâche les photos qui s'éparpillent sur le bureau. Je nettoyais et le tiroir était ouvert. Vous fouillez dans les affaires personnelles de Monsieur Duhamel. Sa voix est coupante, menaçante. Vous savez que c'est un motif de licenciement immédiat. Non, monsieur. Je vous assure que... Hugo s'approche, ramasse les photos avec des gestes brusques. Son regard tombe sur celle d'Isabelle enceinte, et Élise voit quelque chose de troublant passer dans ses yeux. Une douleur, un regret, peut-être même de la colère. Ces documents sont strictement confidentiels, dit-il en rangeant les photos. Armand ne supporte pas qu'on touche aux souvenirs d'Isabelle. Si je lui racontais ça, s'il vous plaît, monsieur Marchand, ne lui dites rien, j'ai juste été curieuse. Ça ne se reproduira plus. Hugo la regarde longuement, semblant peser ses options. Vous savez quoi, Élise? Je vais fermer les yeux cette fois, mais à une condition. Laquelle, monsieur? Que vous me promettiez de ne plus jamais fouiller dans ce bureau et que vous me disiez pourquoi vous vous intéressez tant à Isabelle Duhamel. Élise hésite. Elle pourrait inventer une excuse banale, mais quelque chose dans le regard d'Hugo lui dit qu'il ne se satisferait pas d'un mensonge. Elle me rappelle quelqu'un, finit-elle par murmurer. Qui? Ma mère? Celle que je n'ai jamais connue. C'est la vérité, en partie du moins. Hugo semble satisfait de cette réponse. Je comprends. La recherche de ses origines, c'est quelque chose de puissant. Il remet la chemise en place et ferme le tiroir à clé. Mais attention, Élise. Parfois, on découvre des choses qu'on aurait préféré ignorer. Il s'apprête à partir, puis se retourne. Une dernière chose, si vous tenez vraiment à connaître l'histoire d'Isabelle, demandez plutôt à Monique, la gouvernante d'Armand. Elle était là à l'époque. Elle pourra vous raconter sans que vous ayez besoin de fouiller dans les tiroirs. Monique Fabre. Élise connaît ce nom. Une femme discrète d'une 60aine d'années qui s'occupe de l'appartement privé d'Armand. Elle ne l'a croisé que de loin. Mais l'idée d'aller lui parler lui fait peur. Et si elle posait trop de questions? Et si elle éveillait les soupçons? Merci pour le conseil, monsieur Marchand.
De rien. Et Élise, notre petite conversation reste entre nous, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Hugo s'éloigne, laissant Élise seule avec ses questions et ses doutes. Elle termine son travail machinalement, l'esprit ailleurs. Les photos d'Isabelle enceinte tournent en boucle dans sa tête. Cette ressemblance troublante, cette coïncidence de date. En quittant l'immeuble à l'aube, elle croise le regard de Marcel. Le vigile, pour la première fois en 3 ans, il semble vraiment la voir. « Tout va bien, mademoiselle Renaud. Vous avez l'air préoccupée. »« Tout va bien, Marcel. Juste fatiguée. Mais rien ne va bien. » En réalité, Élise sent qu'elle s'approche de quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait changer sa vie à jamais. Les secrets de cette entreprise commencent à se dévoiler. Et elle n'est plus sûre d'être prête à en découvrir toutes les implications. Dans le métro qui la ramène à Belleville, elle repense aux mots d'Hugo. Parfois, on découvre des choses qu'on aurait préféré ignorer. Mais il est trop tard pour reculer maintenant. 2 semaines ont passé depuis l'incident des photos. Et Élise a retrouvé sa routine nocturne habituelle. Elle évite soigneusement de fouiller dans les tiroirs d'Armand, mais son attention s'est aiguisée. Chaque conversation qu'elle surprend à travers les systèmes de ventilation devient un indice potentiel. Chaque regard échangé entre les dirigeants, une pièce du puzzle qu'elle tente de reconstituer. Ce mardi soir de novembre, la pluie tambourine contre les baies vitrées du 20e étage. Il est minuit passé, et l'immeuble semble désert. Élise nettoie méthodiquement les bureaux du département juridique quand elle entend des voix provenant de l'étage supérieur. Étrange. Habituellement, à cette heure, seul Armand travaille encore dans son bureau. Elle tend l'oreille, s'approche discrètement de la grille de ventilation près de l'ascenseur. Les voix sont claires, distinctes. L'une d'elles appartient à Hugo Marchand, l'autre qu'elle ne reconnaît pas, a un accent légèrement parisien et un débit rapide. « Les documents sont prêts », demande Hugo. « Tout est là », répond l'inconnu. Les relevés bancaires falsifiés, les témoignages bidons, même une prétendue correspondance entre Duhamel et un mécanicien véreux. Si la police tombe là-dessus, elle aura de quoi l'inculper pour meurtre. Le sang d'Élise se glace. Meurtre, de qui parle-t-il? Parfait, dit Hugo avec une satisfaction non dissimulée. 25 ans que j'attends ce moment, 25 ans que je ronge mon frein en faisant semblant d'être son fidèle associé. Ça vous a pris du temps pour vous décider à agir. Il fallait que ce soit parfait, que personne ne puisse remonter jusqu'à moi. La voix d'Hugo devient plus dure, plus amère. Armand Duhamel a tout eu, l'entreprise, la fortune, et surtout, Isabelle. Isabelle. Le cœur d'Élise bat si fort qu'elle a peur qu'on l'entende. Il parle d'Isabelle. Vous étiez amoureux de sa femme, c'est ça? Amoureux, Hugo ricane. J'étais fou d'elle. Isabelle était parfaite, intelligente, belle, généreuse. Elle méritait mieux qu'Armand, beaucoup mieux. Alors pourquoi ne pas l'avoir séduite tout simplement? Un long silence, quand Hugo reprend la parole. Sa voix tremble de rage contenue. J'ai essayé, Dieu sait que j'ai essayé. Pendant des mois, j'ai multiplié les attentions, les cadeaux, les invitations. Je lui ai offert tout ce qu'un homme peut offrir à une femme. Mais elle ne voyait que lui, toujours lui. Et alors je lui ai dit mes sentiments. Un soir, chez eux, pendant une réception, je l'ai prise à part et je lui ai avoué que je l'aimais depuis le premier jour, que je ferais n'importe quoi pour elle. Élise retient son souffle. Elle imagine la scène. Hugo, jeune associé ambitieux, déclarant sa flamme à la femme de son patron. Comment a-t-elle réagi? Elle a été gentille, trop gentille. Elle m'a expliqué qu'elle était heureuse avec Armand, qu'ils attendaient un enfant, que jamais elle ne pourrait. Sa voix se brise. Elle m'a dit qu'elle espérait que nous pourrions rester amis après ce que je venais de lui dire. L'inconnu semble comprendre où mène cette histoire. C'est alors que vous avez décidé de... De quoi? De la tuer? Hugo éclate d'un rire amer. Jamais je n'aurais voulu sa mort. Jamais. Je voulais juste. Je voulais qu'elle comprenne qu'Armand ne la méritait pas. Que leur mariage était une erreur. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Élise se rapproche encore de la grille. Au risque d'être découverte, cette conversation révèle enfin la vérité sur la mort d'Isabelle. Cette tragédie qui hante encore Armand 25 ans plus tard. J'avais engagé des gens pour, disons, mettre Armand dans l'embarras. Rien de grave. Juste de quoi ternir sa réputation. Quelques photos compromettantes. Des rumeurs d'infidélité. Je pensais qu'Isabelle finirait par voir son vrai visage.
Mais ça a mal tourné. Les types que j'avais engagés ont mal compris mes instructions. Ils devaient suivre Armand, documenter ses sorties, peut-être provoquer un petit scandale. Mais cette nuit-là, c'est Isabelle qui conduisait la voiture. Elle rentrait de chez son gynécologue. Élise porte une main à sa bouche pour étouffer un cri. L'horreur de ce qu'elle entend la submerge. Ils ont cru que c'était Armand au volant, dans le noir, avec la pluie. Ils ont voulu lui faire peur, le forcer à s'arrêter en bloquant la route. Mais Isabelle a paniqué. Elle a donné un coup de volant pour les éviter. Et l'arbre. Hugo soupire profondément. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai voulu tout avouer. Mais les types avaient déjà disparu. Et Armand était tellement détruit que j'ai préféré me taire. Je me suis dit que la vérité ne ramènerait pas Isabelle. Et maintenant, 25 ans plus tard, vous décidez de le faire chanter. Mais ce n'est pas du chantage. La voix d'Hugo monte, puis il se reprend. C'est de la justice. Armand n'a jamais mérité ce qu'il a eu. L'entreprise qu'on a bâtie ensemble, c'est autant la mienne que la sienne. Plus même, c'est moi qui gère tout pendant qu'il broie du noir dans son bureau. Ces documents vont l'envoyer en prison. Tant mieux, il aura enfin ce qu'il mérite. Et moi, j'aurai ce qui me revient de droit. L'inconnu semble ranger des papiers. Élise entend le bruit d'une mallette qu'on ferme. Vous avez mon numéro. Quand vous voudrez que je dépose ces preuves anonymement au commissariat, vous m'appelez. Mais pas tout de suite. Je veux d'abord qu'Armand sache que c'est moi. Je veux voir sa tête quand il comprendra que son fidèle Hugo l'a trahi. Comme vous voulez, mais ne tardez pas trop, ce genre de document. Ça se périme. Des pas dans le couloir. L'inconnu s'en va. Élise entend Hugo faire les 100 pas au-dessus d'elle, marmonnant dans sa barbe des mots qu'elle ne distingue pas. Elle reste prostrée près de la grille de ventilation. Assommée par ce qu'elle vient d'apprendre, Hugo Marchand, l'associé de confiance d'Armand, l'homme qui l'a mise en garde contre la curiosité excessive, est en réalité responsable de la mort d'Isabelle. Et maintenant, il s'apprête à détruire définitivement l'homme qu'elle croit être son père. Elle ne peut pas laisser faire ça. Pas maintenant qu'elle sait la vérité. Pas maintenant qu'elle commence à espérer retrouver sa famille. Mais comment prévenir Armand sans révéler qu'elle l'espionne ? Comment lui expliquer qu'elle a découvert le complot qui se trame contre lui ? Et surtout, comment lui faire comprendre que Hugo, son ami de toujours, est son pire ennemi ? Élise rassemble son courage. Elle n'a pas le choix, même si cela doit révéler sa véritable identité, même si cela doit briser sa couverture si soigneusement construite. Elle doit agir. Elle range rapidement son matériel de ménage et se dirige vers l'ascenseur. Hugo est encore dans son bureau. Elle entend sa voix au téléphone, probablement en train de mettre au point les derniers détails de son plan machiavélique. L'appartement d'Armand se trouve au 21e étage. Élise n'y est jamais allée, mais elle sait que Monique la gouvernante y travaille la journée. Le soir, Armand y est seul. Elle frappe doucement à la porte. Pas de réponse. Elle frappe plus fort. « Qui est-ce » La voix d'Armand paraît fatiguée, surprise. « C'est Élise, monsieur. Élise Renaud, la femme de ménage. Il faut que je vous parle. C'est urgent. » Un long silence, puis le bruit de pas qui s'approchent. La porte s'ouvre sur Armand en robe de chambre, les cheveux ébouriffés, l'air inquiet. « Élise, qu'est-ce qui se passe ?» Il est plus d'1h du matin. Elle le regarde droit dans les yeux, rassemble tout son courage et prononce les mots qui vont changer leur devise à jamais. « Monsieur Duhamel, vous devez savoir, Hugo Marchand n'est pas celui qu'il prétend être. Il prépare quelque chose de terrible contre vous. » Armand fixe Élise avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Dans la pénombre de son appartement, elle semble encore plus fragile, plus vulnérable. Mais ses yeux brillent d'une détermination farouche qui le frappe. « Entrez », dit-il simplement, s'effaçant pour la laisser passer. L'appartement d'Armand respire le luxe discret, des meubles anciens, des tableaux de maître, une bibliothèque qui couvre tout un mur. Mais ce qui frappe Élise, ce sont les photos d'Isabelle partout, sur la cheminée, les tables d'appoint, même sur le piano à queue près de la fenêtre. « Asseyez-vous », l'invite Armand en désignant un canapé en cuir. « Vous voulez boire quelque chose ?» Vous tremblez. Élise s'aperçoit qu'effectivement, ses mains tremblent. L'adrénaline de ce qu'elle vient d'entendre. Le courage qu'il lui a fallu pour venir ici. Un thé, peut-être ? Volontiers. Armand s'affaire dans la cuisine américaine. Élise en profite pour observer les lieux, essayant d'imaginer sa vie ici. La routine d'un homme seul depuis 25 ans. Maintenant,
Racontez-moi, dit Armand, en revenant avec 2 tasses fumantes. Qu'est-ce que Hugo aurait fait? Élise prend une profonde inspiration. Elle doit être prudente, ne pas révéler qu'elle écoutait leur conversation. J'étais en train de nettoyer l'étage du dessous quand j'ai entendu des voix venant de son bureau. Il était avec un homme que je ne connaissais pas. Il parlait de documents falsifiés pour vous faire accuser de meurtre. Le visage d'Armand se ferme. Meurtre? De qui? De votre femme, monsieur. Les mots tombent comme un coup près. Armand pose brutalement sa tasse, qui se brise sur la table basse. C'est impossible. Hugo est mon ami depuis 15 ans. Il était là quand Isabelle est morte. Il m'a soutenu. Monsieur Duhamel. Je sais que c'est difficile à croire, mais... Élise hésite, puis se lance. Il a dit qu'il était amoureux d'elle, qu'il avait essayé de la séduire. Armand se lève brusquement, se met à faire les 100 pas. Hugo, amoureux d'Isabelle. Mais enfin, il ne l'a jamais. Il s'arrête net. Attendez, il y a eu cette soirée, quelques mois avant l'accident. Isabelle était bizarre après, distante. Elle disait que Hugo la mettait mal à l'aise, mais elle n'a jamais voulu m'expliquer pourquoi. Il lui avait déclaré ses sentiments. Peut-être. Armand se passe les mains dans les cheveux. Mon Dieu, si c'est vrai. Mais enfin, même s'il était amoureux d'elle, pourquoi voudrait-il me faire accuser de sa mort? Élise baisse les yeux. Elle ne peut pas tout révéler. Pas encore. Je ne sais pas, monsieur. Mais j'ai entendu assez clairement. Il a des documents qui prouvent soi-disant que vous avez saboté la voiture d'Isabelle. C'est de la folie pure. J'aimais ma femme plus que ma propre vie. La douleur dans sa voix est si vive qu'Élise sent les larmes monter. Cet homme souffre depuis 25 ans et Hugo s'apprête à l'achever. Monsieur Duhamel, vous devez me croire. Je n'ai aucune raison de mentir. Armand la regarde longuement. Il y a quelque chose d'étrange dans cette situation. Cette femme de ménage qui vient le prévenir d'un complot à 1h du matin, qui semble connaître des détails sur sa vie privée. Pourquoi? Demande-t-il finalement. Pourquoi vous donnez-vous cette peine? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'arrive. La question que redoutait Élise. Comment expliquer sans tout révéler? J'ai du respect pour vous, monsieur. Et je pense que votre femme n'aurait pas voulu que vous subissiez ça. Vous parlez d'Isabelle comme si vous l'aviez connue? Non, mais quand je nettoie votre bureau, quand je vois sa photo, j'ai l'impression de la connaître. Elle avait l'air d'être quelqu'un de bien. Armand se rassoit, troublé. Vous savez quoi? Élise, je vous crois, je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois, et vous avez raison. Isabelle était quelqu'un de bien, de formidable même. Il se lève de nouveau, plus déterminé cette fois. Je vais aller parler à Hugo immédiatement. Le confronter. Non. Élise bondit. S'il sait que vous êtes au courant, il va précipiter les choses. Il va porter les documents à la police cette nuit même. Alors que me conseillez-vous? Élise réfléchit rapidement. Elle doit gagner du temps, comprendre mieux la situation. Faites comme si de rien n'était. Agissez normalement avec lui. Pendant ce temps, essayez de rassembler des preuves de son complot. Des preuves. Armand hoche la tête. Vous avez raison, c'est plus prudent. Il la regarde avec une gratitude qui lui va droit au cœur. Merci, Élise. Je ne sais pas ce qui vous pousse à m'aider, mais... Merci. De rien, monsieur. Elle se lève pour partir, mais Armand la retient. Attendez, il est tard, et le dernier métro est passé. Je vais vous raccompagner. Ce n'est pas la peine, monsieur. Je vais prendre un taxi. J'insiste. 20 minutes plus tard, il roule dans la Mercedes d'Armand vers Belleville. Le silence n'est pas gênant. Chacun perdu dans ses pensées. Élise observe discrètement le profil de cet homme qu'elle croit être son père. Ses traits qui lui rappellent vaguement son propre reflet. Cette prestance naturelle qui lui fait défaut. « Vous habitez où exactement ?» demande Armand. « Rue des Pyrénées. Mais vous pouvez me déposer au métro Pyrénées. Ça ira très bien. Pas question. Je vous dépose chez vous. » Il traverse Paris endormi. Les rues désertes, les vitrines éteintes. Les rares noctambules qui rentrent chez eux. Élise se dit que cette nuit a tout changé. Elle n'est plus seulement une femme de ménage invisible, elle est devenue la confidente d'Armand Duhamel. « Nous voilà arrivés », dit Armand, en se garant devant l'immeuble délabré où vit Élise. Elle s'apprête à descendre quand il la retient par le bras. « Élise, soyez prudente, d'accord. Si Hugo découvre que vous m'avez prévenue, je ferai attention, monsieur. Et, si vous entendez autre chose, prévenez-moi immédiatement.
Voici ma carte avec mon numéro personnel. » Élise prend la carte. Leurs doigts se frôlent. Une étrange émotion passe dans les yeux d'Armand. « Vos mains sont froides, » murmure-t-il. « Et vous avez une petite cicatrice sur le poignet, en forme de... » Il s'arrête net, les yeux écarquillés. « En forme de quoi, monsieur ? » De lune. Une lune croissante. » Élise regarde son poignet. Effectivement, cette petite marque de naissance qu'elle a toujours eue, cette tache claire sur sa peau mate, oui, je l'ai depuis toujours. Pourquoi ? Armand ne répond pas. Il fixe son poignet comme s'il voyait un fantôme. Puis, sans un mot, il sort son téléphone et fait défiler ses photos. Il en trouve une qu'il lui montre. C'est Isabelle, radieuse, qui montre son poignet à l'objectif. On y voit distinctement la même marque de naissance en forme de lune croissante. « Mon Dieu !» souffle Armand. « C'est impossible. » Élise sent le monde basculer autour d'elle. Cette ressemblance avec Isabelle. Cette marque de naissance identique. Cet âge qui correspond. Monsieur Duhamel, Élise, il faut que je vous demande quelque chose. Et je veux que vous me disiez la vérité. Quand êtes-vous né exactement ? Le 15 mai 2000. La date tombe comme une bombe. Armand blêmit. Le 15 mai. C'est le jour où Isabelle est morte. Le jour où nous avons perdu notre bébé. Ils se regardent en silence, tous les deux comprenant que quelque chose d'énorme vient de se révéler. Quelque chose qui va changer leur vie pour toujours. « Monsieur, je dois vous dire... »« Demain ?» l'interrompt Armand d'une voix rauque. « Nous parlerons demain, j'ai besoin de réfléchir. » Élise descend de la voiture, les jambes flageolantes. Elle regarde la Mercedes s'éloigner dans la nuit, emportant avec elle tous ses espoirs et toutes ses peurs. Dans sa chambre de bonne, elle s'effondre sur son lit et sort les lettres d'Isabelle de leur cachette. Ces lettres qui l'ont menée jusqu'ici, jusqu'à cet homme qui pourrait être son père. Demain, elle devra peut-être avouer la vérité, toute la vérité, si seulement elle était prête à l'entendre. Élise n'a pas fermé l'œil de la nuit. Assise sur son lit étroit, elle fixe les lettres d'Isabelle étalées devant elle. Ces mots d'amour jaunis par le temps qui ont guidé sa quête depuis 3 ans. La découverte de la marque de naissance identique a bouleversé toutes ses certitudes. Ce qui n'était qu'un espoir fragile devient soudain une évidence troublante. À 8h du matin, son téléphone sonne. Le numéro d'Armand Duhamel s'affiche à l'écran. « Élise, c'est Armand. Pouvez-vous venir me voir maintenant ?» Sa voix est rauque, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « Bien sûr, monsieur. »« Où ?»« Pas au bureau. Retrouvez-moi au cimetière Saint-Roch, avenue de Clichy. » Vous connaissez ? Le cimetière où elle va se recueillir chaque dimanche depuis 3 ans. Élise sent son cœur se serrer. Oui, je connais. Parfait. Dans 1 heure. 1 heure plus tard, Élise pousse les grilles rouillées du vieux cimetière. L'endroit est désert, noyé dans la brume matinale. Elle connaît le chemin par cœur. Allée principale, puis à droite vers la section abandonnée où repose Isabelle Duhamel, elle aperçoit Armand de loin. Debout devant une tombe qu'elle reconnaît immédiatement. Son cœur bondit dans sa poitrine. Il l'a trouvée, il sait qu'elle vient ici. « Bonjour, Élise », dit-il sans se retourner quand elle s'approche. « Bonjour, monsieur Duhamel. Savez-vous pourquoi je vous ai donné rendez-vous ici ?» Élise regarde la tombe d'Isabelle, cette simple pierre tombale qu'elle fleurit religieusement chaque semaine. Les roses blanches qu'elle a apportées dimanche dernier sont encore fraîches. Ces fleurs, poursuit Armand en désignant le bouquet. Des roses blanches, les préférées d'Isabelle, qui les apporte. Élise ne peut plus mentir. Pas ici, pas devant la tombe de celle qu'elle croit être sa mère. C'est moi, monsieur. Depuis quand ? 3 ans, depuis que j'ai commencé à travailler chez vous. Armand se tourne enfin vers elle. Son visage est creusé par la fatigue et l'émotion. Pourquoi ? Pourquoi une inconnue viendrait-elle fleurir la tombe de ma femme chaque semaine ? Élise sort de son sac les lettres d'Isabelle. Ces précieux témoignages qu'elle a gardés secrets si longtemps. À cause de ceci, Armand prend les enveloppes d'une main tremblante. Il reconnaît immédiatement l'écriture délicate d'Isabelle. Cette calligraphie qu'il a tant aimée. Où avez-vous trouvé ça ? Dans les affaires de Madame Lucette, la femme qui m'a élevée, quand elle est morte, j'ai découvert ces lettres cachées dans une vieille malle. Armand ouvre la première enveloppe, lit les premières lignes. Ses yeux se remplissent de larmes. Mon Armand chéri, je sens notre bébé bouger en moi, et je pense à toi. Il s'interrompt, la voix brisée. Elle m'écrivait quand j'étais en voyage d'affaires. Mais comment cette Lucette ?
Monsieur Duhamel, il faut que je vous dise la vérité, toute la vérité. » Il s'assoit sur le banc de pierre face à la tombe. Élise respire profondément et commence son récit. Madame Lucette n'était pas vraiment ma grand-mère. Elle était sage-femme à la clinique Sainte-Marie, la nuit du 15 mai 2000. Une femme enceinte a été amenée en urgence après un accident de voiture. Armand pâlit. « Isabelle, Lucette m'a tout raconté dans une lettre qu'elle m'a laissée avant de mourir. Votre femme était dans le coma, mais le bébé était encore vivant. Les médecins ont pratiqué une césarienne d'urgence. Ah, c'est impossible. On m'a dit que le bébé était mort. Lucette a menti au médecin. Elle a dit que l'enfant était mort-né pour le protéger, parce qu'Isabelle, dans ses derniers moments de conscience, lui a supplié de sauver le bébé. Élise sort une autre lettre de son sac, celle de Lucette. Voilà ce qu'elle a écrit. La dame blonde m'a dit « Armand est en danger. Quelqu'un a provoqué l'accident. Protégez notre fille. » Armand lit la lettre avec un mélange d'incrédulité et d'espoir fou. Vous voulez dire qu'Isabelle savait que l'accident n'était pas accidentel. C'est ce que Lucette a compris. Alors elle a pris le bébé et elle a disparu. Elle m'a élevée en me racontant l'histoire de mes vrais parents, en gardant précieusement ses lettres. Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais contactée? Elle avait peur. Elle pensait que si quelqu'un avait voulu tuer Isabelle et son bébé, cette personne recommencerait si elle découvrait que l'enfant était vivant. Armand se lève, fait quelques pas vers la tombe. « Élise, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes votre fille? » « Oui, je le crois. » Le silence qui suit est assourdissant. Seul le bruit du vent dans les arbres trouble cette révélation qui change tout. « Les preuves, » murmure Armand. « La marque de naissance, votre âge, votre ressemblance avec Isabelle. Et ça, Élise sort une dernière lettre, la plus précieuse. Lucette l'a trouvée dans les vêtements d'Isabelle. À l'hôpital, Armand déplie le papier. C'est l'écriture d'Isabelle, mais tremblante, précipitée. Si quelque chose m'arrive, si on ne se revoit plus, sache que je t'aime et que notre fille aura tes yeux et mon cœur. Elle s'appellera Élise, comme ma grand-mère. Protège-la, mon amour. Protégez-vous tous les deux. H devient dangereux. H, Hugo. Armand relève les yeux vers Élise. Isabelle savait qu'Hugo était dangereux. Apparemment. Mon Dieu. Armand s'effondre sur le banc. 25 ans. J'ai perdu 25 ans avec ma fille. Élise s'approche timidement. Monsieur Duhamel, papa. Le mot résonne comme une caresse et un déchirement à la fois. Armand lève vers elle des yeux noyés de larmes. Élise, ma petite fille. Il tend les bras et elle s'y blottit. Enfin, cette étreinte qu'elle a rêvée pendant des années. Ses bras paternels qui lui ont tant manqué. Pardonne-moi, sanglote Armand. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cherché, de ne pas avoir su. Vous ne pouviez pas savoir. Personne ne vous a rien dit, mais j'aurais dû sentir. Un père est censé sentir quand son enfant est vivant. Non, vous m'avez remarqué. Au bureau, vous avez vu la ressemblance avec maman. C'était déjà ça. Ils restent enlacés de longues minutes, pleurant ensemble 25 années perdues. Puis Armand se redresse, essuie ses larmes. Il faut qu'on parle de Hugo. Maintenant que je sais la vérité sur toi, sur nous, je comprends mieux ses motivations. Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il était amoureux d'Isabelle au point de la faire tuer, et s'il découvre que tu es vivante, il voudra m'éliminer aussi. Exactement. Armand prend les mains de sa fille dans les siennes. Élise, tu es en danger, tant que Hugo ne sait pas qui tu es vraiment. Ça va, mais si jamais il l'apprend, qu'est-ce qu'on fait? On va le piéger. Mais d'abord, il faut qu'on trouve des preuves de ce qu'il a fait à ta mère, et qu'on comprenne qui l'a aidé à l'époque. Lucette parlait d'une infirmière qui était présente cette nuit-là, quelqu'un qui savait que j'étais vivante mais qui s'est tue. Une infirmière? Armand réfléchit. Monique, ma gouvernante. Monique Fabre. Elle était infirmière avant de venir travailler pour moi, et elle a commencé juste après la mort d'Isabelle. Vous pensez qu'elle sait quelque chose? J'en suis certain maintenant. Il faut qu'on lui parle, mais pas chez moi. Hugo pourrait nous voir. Armand se lève, aide Élise à se relever. Il se dirige vers la sortie du cimetière, main dans la main pour la première fois. « Papa ?»« Oui, ma chérie. »« Maman aurait été fière de nous, vous croyez ?» Armand sourit à travers ses larmes. Elle nous regarde sûrement d'en haut en se disant qu'il était temps qu'on se trouve. Ils marchent en silence vers la voiture d'Armand.
Élise n'est plus orpheline. Elle a retrouvé son père. Mais elle sait aussi que le plus difficile commence maintenant. Hugo Marchand ne doit pas découvrir la vérité. Pas encore. 2 jours après la révélation au cimetière. Armand a organisé une rencontre discrète avec Monique Fabre dans un petit café du Marais, loin des bureaux de Duhamel & Associés. Élise arrive la première, nerveuse à l'idée de confronter cette femme qui détient peut-être les clés de son passé. Monique entre dans le café à 15h précises. C'est une femme de 63 ans, aux cheveux gris tirés en chignon strict, au regard fatigué mais intelligent. Elle porte un tailleur sombre et serre son sac contre elle comme un bouclier. Mademoiselle Renaud ?» Elle s'assoit face à Élise, visiblement troublée. « Monsieur Duhamel m'a dit que vous vouliez me parler de choses anciennes. »« Bonjour, Madame Fabre. Oui, c'est ça. Mais attendons-le, il ne va pas tarder. » Monique commande un thé. Ses mains tremblent légèrement. Elle observe Élise avec une attention particulière, comme si elle cherchait quelque chose dans ses traits. « Excusez-moi, mais vous me rappelez quelqu'un ? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. » Élise sent son cœur s'accélérer. « Ah bon ? Qui donc ? Je ne sais pas. Une personne que j'ai connue il y a longtemps. » Armand arrive à ce moment-là, l'air tendu. Il embrasse Monique sur les joues et s'assoit à côté d'Élise. « Merci d'être venue, Monique. Ce dont nous allons parler est délicat. Monsieur Duhamel, vous me faites peur. De quoi s'agit-il ? » Armand prend une profonde inspiration. « Monique, il faut que tu me dises la vérité sur la nuit où Isabelle est morte. Toute la vérité. » Le visage de Monique se ferme instantanément. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'étais chez moi cette nuit-là. »« Non. » Élise sort une photocopie du registre de la clinique Sainte-Marie qu'Armand a réussi à obtenir. « Vous étiez de garde à la clinique ? Votre nom est sur la liste du personnel de nuit. » Monique blêmit, ses yeux vont d'Armand à Élise, puis se fixent sur ses mains crispées autour de sa tasse. « Je ne me souviens plus. Ça fait si longtemps. »« Monique, » insiste Armand avec douceur, « Isabelle a eu le temps de parler avant de mourir. Elle a dit des choses à quelqu'un, des choses importantes. Je ne sais rien. » Monique se lève brusquement, renversant sa tasse. « Je dois partir. Madame Fabre, attendez. » Élise la rattrape par le bras. « S'il vous plaît, je sais que vous savez quelque chose sur le bébé d'Isabelle. » Monique se fige. Lentement, elle se retourne vers Élise. « Le bébé, quel bébé ? Il est mort dans l'accident. » « Non. » Élise baisse la voix. « Il a survécu. Une sage-femme nommée Lucette Renaud l'a sauvé. Le nom de Lucette produit l'effet d'une bombe. » Monique s'effondre sur sa chaise, le visage livide. « Lucette ! Mon Dieu, Lucette !»« Vous la connaissiez ?» demande Armand. « C'était ma collègue, mon amie. » Monique se cache le visage dans les mains. « J'ai cru qu'elle était folle quand elle m'a dit qu'elle avait sauvé le bébé. » Élise et Armand échangent un regard. Ils touchent au but. « Racontez-nous tout, Monique, » dit doucement Armand. « Je vous en prie. » Monique relève la tête, les yeux rougis. « Vous ne comprenez pas, si je parle, il va me tuer, comme il a tué Isabelle. »« Qui ? Hugo. Vous savez déjà ?» Monique semble soulagée et terrifiée à la fois. « Oui, Hugo. Il était là cette nuit-là, pas à la clinique, mais il est venu après, quand on a appris l'identité de la victime. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Monique regarde autour d'elle, s'assure que personne ne les écoute. Isabelle était encore consciente quand les secours l'ont amenée, blessée, en état de choc, mais consciente. Elle répétait sans arrêt « Protégez mon bébé. Ils vont revenir. Protégez mon bébé. Ils. » Elle parlait d'hommes qui avaient bloqué sa route, des hommes qui voulaient s'en prendre à son mari. Monique serre les poings. Le docteur Martineau a pratiqué la césarienne en urgence. Le bébé était vivant, en bonne santé. Une petite fille magnifique. Élise sent les larmes monter, entendre le récit de sa naissance de la bouche de quelqu'un qui était là. Mais Isabelle a fait une hémorragie. Avant de mourir, elle a supplié Lucette et moi de protéger sa fille. Elle disait que quelqu'un allait essayer de la tuer aussi. Et c'est là qu'Hugo est arrivé. 1 heure après la mort d'Isabelle. Il avait l'air bouleversé, anéanti. Il demandait sans arrêt « Le bébé, qu'est-ce qui est arrivé au bébé ? Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» Lucette a menti. Elle lui a dit que l'enfant était mort. Moi, j'étais tétanisée. Je ne comprenais pas pourquoi elle mentait.
Et après, Monique prend une grande inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger dans un gouffre. Hugo a insisté pour voir le corps du bébé. Lucette a refusé, prétextant que c'était trop dur pour lui. Mais il a commencé à poser des questions bizarres. Il voulait savoir qui était de garde, qui avait assisté à l'accouchement, si quelqu'un d'autre était au courant. Il voulait s'assurer qu'il n'y aurait pas de témoins gênants. C'est ce qu'on a compris plus tard. Le lendemain, Lucette a disparu avec le bébé. Elle m'a juste laissé un mot. « Prends soin de toi. Ne dis jamais la vérité. Il nous surveillera toutes les deux. » Armand pose sa main sur celle de Monique. Et elle avait raison, n'est-ce pas? Il vous a surveillé. Pendant des mois, il a fait des recherches sur moi, sur ma famille. Un jour, il m'a proposé un poste de gouvernante chez vous, un salaire énorme, beaucoup plus que ce que je gagnais à la clinique, pour vous avoir sous contrôle. Exactement. Et pour me rappeler en permanence qu'il savait tout de cette nuit-là. Monique essuie ses larmes. Il ne m'a jamais menacé directement, mais le message était clair. Tant que je me taisais, tout irait bien. Mais vous avez eu des problèmes, n'est-ce pas? Devine Élise. Monique hoche la tête. 2 ans après avoir commencé à travailler chez Monsieur Duhamel, je suis tombée enceinte. J'étais si heureuse. Mon mari et moi, on essayait depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé? Hugo l'a appris. Il m'a fait venir dans son bureau et m'a dit que ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à mon bébé, comme c'était arrivé à celui d'Isabelle. Armand serre les dents. Il vous a menacé. Pas directement, mais le lendemain, j'ai eu un accident au supermarché. Quelqu'un m'a bousculée dans les escaliers. Je suis tombée et j'ai perdu mon bébé. Le silence qui suit est lourd de chagrin et de colère. Élise comprend maintenant pourquoi Monique a l'air si résignée, si fatiguée. Je n'ai plus jamais pu avoir d'enfant après ça, murmure Monique. Hugo m'avait brisée, mais je ne pouvais rien dire. Rien prouver. Monique, regardez-moi, dit Élise en prenant ses mains. Cette petite fille qui a sauvé Lucette, c'était moi. Monique écarquille les yeux, scrute le visage d'Élise avec une attention nouvelle. Mon Dieu, oui. Les yeux d'Isabelle et cette fossette au menton, c'est bien toi. Elle se lève et serre Élise dans ses bras, pleurant de joie et de soulagement. Tu es vivante, ma petite chérie. Tu es vivante. Lucette a réussi. Oui, elle a réussi. Elle m'a élevée en me racontant l'histoire de mes vrais parents. Et maintenant, Hugo doit payer pour tout ce qu'il a fait, dit Armand avec détermination. Non. Monique se recule, paniquée. Vous ne comprenez pas? S'il découvre qu'Élise est vivante, il va la tuer. Et nous aussi. Justement, il faut qu'on agisse avant qu'il découvre la vérité. Comment? Armand réfléchit. Monique, vous avez gardé des preuves de cette nuit-là, des documents de la clinique. J'ai gardé le bracelet d'identification d'Élise, celui qu'on met au nouveau-né. Et une photo que Lucette avait prise d'elle avec Isabelle, juste après la naissance. Vous les avez encore? Oui, cachées chez moi. Je les regardais parfois en me demandant si cette petite fille avait survécu. Il nous faut ces documents, et il faut qu'on trouve un moyen de faire avouer Hugo. Élise pose une main sur le bras de son père. J'ai une idée, mais c'est dangereux. Dis-moi. Je continue à travailler comme si de rien n'était. J'essaie de le pousser à se trahir, de l'amener à parler de cette nuit-là. Absolument pas, s'exclame Armand. Tu ne vas pas te mettre en danger. Papa, c'est le seul moyen. Hugo me fait confiance. Il pense que je ne suis qu'une femme de ménage sans importance. Monique les regarde tous les deux. Vous vous ressemblez tellement, cette même détermination, cette même façon de pencher la tête quand vous réfléchissez. Monique, vous nous aiderez, demande Élise. Oui, il est temps que justice soit rendue, pour Isabelle, pour mon bébé et pour toutes ces années de silence. Ils se séparent en ayant établi un plan. Monique va récupérer les documents cachés, Armand va préparer un piège juridique, et Élise va retourner au bureau pour jouer le rôle de sa vie, mais aucun d'eux ne sait que Hugo Marchand, méfiant, fait déjà surveiller les moindres gestes d'Élise. Le piège se referme. Mais sur qui? 3 jours après la rencontre au café, Élise reprend son travail nocturne comme si de rien n'était, mais elle sent qu'on l'observe, des regards insistants, des présences furtives dans les couloirs. Hugo a-t-il des soupçons? Ou bien est-ce la paranoïa qui s'empare d'elle maintenant qu'elle connaît la vérité? Ce vendredi soir, elle nettoie l'étage de la comptabilité quand elle entend des pas dans le couloir.
Il est minuit passé. L'immeuble devrait être désert. Elle éteint sa radio portable et tend l'oreille. Mademoiselle Renaud. La voix d'Hugo la fait sursauter. Il apparaît dans l'embrasure de la porte, élégant comme toujours malgré l'heure tardive. « Bonsoir, monsieur Marchand. Vous travaillez tard ce soir. Comme vous. » Il s'approche, les mains dans les poches. « Dites-moi, vous avez l'air préoccupé ces derniers temps. »« Tout va bien. » Élise s'efforce de paraître naturelle. « Tout va bien, monsieur. Juste un peu fatigué. »« MMH. » Hugo l'observe attentivement. « Vous savez, j'ai repensé à notre conversation de l'autre soir, quand vous disiez qu'Isabelle vous rappelait votre mère. »« Ah bon. Oui, c'est curieux. Cette ressemblance que vous évoquiez, j'ai bien connu Isabelle. Et effectivement, il y a quelque chose chez vous. » Le piège se referme. Élise sent la sueur perler sur son front. « C'est gentil de me dire ça, monsieur. Au fait, vous m'avez dit que votre grand-mère s'appelait Renaud. »« Oui, Lucette Renaud. »« Renaud. » Hugo répète le nom comme s'il cherchait dans sa mémoire. Ce nom me dit quelque chose. Dans quel domaine travaillait-elle ? Elle était vendeuse dans un magasin de vêtements. Ah, Hugo sourit, mais son regard reste froid. J'ai dû me tromper alors. Bonne soirée, Élise. Il s'éloigne, laissant Élise tremblante. Elle sait qu'elle vient de commettre une erreur. Le nom de Lucette a provoqué une réaction chez Hugo. Il se souvient, le lendemain matin, Armand l'appelle en urgence. « Élise, il faut qu'on se voie. Hugo pose des questions sur toi. » Ils se retrouvent dans un petit bistrot de Belleville, loin des beaux quartiers. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Armand, inquiet. Élise lui raconte sa conversation avec Hugo. Armand devient livide. Il sait. Je suis sûre qu'il sait. Qu'est-ce qu'on fait ? On accélère le plan. Monique a récupéré les documents. Oui, elle doit nous les apporter cet après-midi. Parfait. Et moi, j'ai pris contact avec le commissaire Dubois, un ami de longue date, quelqu'un en qui j'ai confiance. Il est prêt à écouter notre version des faits dès qu'on aura des preuves solides. Et si Hugo agit avant ? Armand prend les mains de sa fille. « Élise, je veux que tu arrêtes de travailler. Immédiatement. Non. Si j'arrête maintenant, il va comprendre qu'on se doute de quelque chose. Ma chérie, c'est trop dangereux. Papa, j'ai survécu 25 ans sans vous. Je peux tenir encore quelques jours. » À 14h, Monique arrive chez Armand avec un petit sac en cuir. Elle en sort précautionneusement une photo jaunie et un minuscule bracelet en plastique. « Voilà, » dit-elle en posant les objets sur la table. La preuve qu'Élise est bien la fille d'Isabelle. La photo montre Isabelle épuisée mais souriante, tenant un nouveau-né dans ses bras. On voit distinctement la marque de naissance en forme de lune croissante sur le poignet du bébé. « Mon Dieu !» murmure Armand. « C'est bien toi, ma chérie. Tu étais si petite. » Le bracelet porte les informations. Bébé Duhamel, né le 15-05-2000, 23h47, 3,2 kg. Avec ça et les lettres d'Isabelle, nous avons de quoi prouver ton identité, dit Armand. Maintenant, il faut piéger Hugo. J'ai une idée, intervient Monique. Cette maison de campagne où vous alliez avec Isabelle, celle des photos que vous gardez dans votre bureau, la maison de Fontainebleau, qu'est-ce qu'elle a de spécial ? C'est là que Hugo avait tenté de séduire Isabelle, non ? Le dernier endroit où ils se sont parlé en privé. Armand réfléchit. Effectivement, c'était pendant un week-end d'entreprise. Isabelle était revenue bouleversée. Si on arrivait à l'y attirer, il pourrait se confier, surtout s'il pense qu'Élise ne sait rien. Comment ? Élise intervient, en lui faisant croire qu'on a découvert quelque chose d'important là-bas, quelque chose qui compromet quelqu'un d'autre. C'est risqué, dit Armand. Toute cette histoire est risquée, papa. Mais c'est notre seule chance. Le plan se met en place. Armand va faire semblant de partir en voyage d'affaires. Élise va découvrir par hasard des documents compromettants dans le bureau d'un autre dirigeant. Documents qu'elle va proposer de porter à la maison de campagne pour les cacher en attendant le retour d'Armand. « Et moi ?» demande Monique. « Vous restez en sécurité, » dit Armand fermement. « Vous avez assez souffert. » « Non. » Monique secoue la tête. « Je veux être là quand Hugo payera pour ce qu'il a fait à Isabelle et à mon bébé. » Lundi soir, le piège se met en marche. Armand annonce ostensiblement son départ pour Londres. Hugo prend naturellement la direction des opérations en son absence. Mardi soir, Élise découvre les faux documents compromettants dans le bureau du directeur marketing. Elle fait en sorte qu'Hugo la voit sortir du bureau avec une enveloppe. « Mademoiselle Renaud,
Qu'est-ce que vous faites ici, Monsieur Marchand ?» Élise joue parfaitement la surprise et l'embarras. Je nettoyais le bureau de Monsieur Laurent et j'ai trouvé ça par terre. Elle lui montre l'enveloppe marquée « Confidentiel, compte offshore », des documents qui ont l'air importants. Je me demandais si je devais les remettre à Monsieur Laurent ou les porter directement à Monsieur Duhamel. Hugo s'empare de l'enveloppe, l'ouvre rapidement. Les faux documents montrent des transferts d'argent suspects au nom de Laurent. Mon Dieu, Laurent détourne des fonds. Hugo feint la surprise. Élise, il ne faut surtout pas que ces documents traînent ici. Laurent pourrait les détruire s'il découvre qu'on les a trouvés. Qu'est-ce qu'on fait alors? Vous connaissez la maison de campagne de Monsieur Duhamel? À Fontainebleau. Non, monsieur. C'est là qu'il garde ses documents les plus importants. Dans un coffre-fort. Portez-lui ça là-bas. Il saura quoi en faire à son retour. Mais je ne sais pas où c'est. Je vais vous y emmener. C'est trop important pour qu'on prenne des risques. Élise fait semblant d'hésiter. Vous êtes sûre? Absolument. Demain soir, 19h, je passe vous prendre chez vous. D'accord, monsieur Marchand. En rentrant chez elle, Élise appelle immédiatement son père. Ça marche, il a mordu à l'hameçon. Parfait. Le commissaire Dubois sera en planque près de la maison avec ses hommes, et nous, on sera cachés dans la cave. Tout sera enregistré. Papa? Oui, ma chérie. J'ai peur. Moi aussi, mais c'est bientôt fini. Demain soir, Hugo paiera pour tout ce qu'il nous a fait. À nous et à ta mère. Et si ça tourne mal? Ça ne tournera pas mal. Je te le promets. Mais au même moment, à quelques kilomètres de là, Hugo Marchand raccroche son téléphone après avoir parlé à un détective privé. Alors, Lucette Renaud était bien sage-femme à la clinique Sainte-Marie. Elle a disparu le 16 mai 2000, le lendemain de la mort d'Isabelle Duhamel, avec un nouveau-né. Hugo sourit froidement. Parfait. Demain soir, je règle définitivement cette histoire. Armand perdra sa fille une seconde fois, et cette fois, ce sera pour toujours. Il sort un pistolet de son coffre-fort et vérifie qu'il est chargé. L'heure de la vengeance a sonné. Le mercredi soir, 19h précise, Élise attend devant son immeuble de Belleville, l'enveloppe de faux documents serrée contre elle. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'on peut l'entendre dans toute la rue. Dans 1 heure, tout sera fini. Soit Hugo sera démasqué, soit... La Mercedes noire d'Hugo s'arrête le long du trottoir. Il descend pour lui ouvrir la portière. Gentleman jusqu'au bout. Bonsoir. Élise, vous avez les documents? Oui, monsieur Marchand. Parfait. La route jusqu'à Fontainebleau prend environ 1 heure. Nous serons de retour vers 22h, pendant le trajet. Hugo semble détendu, presque jovial. Il lui parle de la beauté de la forêt de Fontainebleau, des week-ends qu'organisait l'entreprise dans cette maison. Élise l'écoute, fascinée malgré elle par le talent d'acteur de cet homme qui cache si bien sa vraie nature. Vous savez, Élise, cette maison a une histoire particulière pour moi, dit-il en s'engageant sur une route de campagne bordée d'arbres. C'est là que j'ai eu ma dernière vraie conversation avec Isabelle. Élise sursaute. Il aborde le sujet de lui-même. Ah bon? Oui, une conversation importante qui a changé beaucoup de choses. La voiture s'arrête devant une belle maison de maître en pierre de taille. Entourée d'un grand jardin, Élise reconnaît les lieux d'après les photos qu'elle a vues dans le bureau d'Armand. C'est ici qu'Isabelle posait enceinte, rayonnante de bonheur. « Venez », dit Hugo en sortant de la voiture. À l'intérieur, Armand et Monique sont déjà cachés dans la cave. Comme prévu, le commissaire Dubois et ses hommes sont en position dans la forêt. Tout est en place. Hugo allume les lumières du salon. La maison a conservé sa décoration d'époque. Meubles en bois massif, tapis persans, photos de famille sur les tables. « C'est beau », murmure Élise, en regardant autour d'elle. Isabelle adorait cet endroit. Elle disait que c'était ici qu'elle se sentait le plus heureuse. Hugo s'approche d'une photo d'Isabelle enceinte. Regardez cette photo. Elle était radieuse, non? Oui, très belle. Elle portait votre enfant. Hugo se tourne vers elle, et Élise voit quelque chose de différent dans son regard, une lueur dangereuse. Enfin, elle portait l'enfant qu'elle croyait porter. Je ne comprends pas. Monsieur. Allons, Élise. Ou devrais-je dire, bébé Duhamel. Le sang d'Élise se glace. Il sait, il a toujours su. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Hugo sort un pistolet de sa veste.
arrêtez de jouer la comédie. Lucette Renaud, sage-femme à la clinique Sainte-Marie, disparue le 16 mai 2000 avec un nouveau-né, ça vous dit quelque chose? Élise recule instinctivement. Monsieur Marchand, rangez cette arme. Vous me faites peur. J'ai fait tuer votre mère il y a 25 ans. Et vous croyez que je vais hésiter à vous tuer vous aussi? La brutalité de l'aveu la sidère. Hugo n'essaie même plus de cacher son jeu. Vous avez tué ma mère. Indirectement, mais le résultat est le même. Hugo s'approche, l'arme pointée vers elle. Isabelle ne voulait pas de moi. Elle préférait ce lâche d'Armand. Alors j'ai décidé qu'elle n'aurait personne. Vous êtes fou, fou d'amour. Peut-être. Vous savez ce qu'elle m'a dit cette nuit-là, dans cette maison, quand je lui ai avoué mes sentiments. Élise continue de reculer, mais Hugo la suit pas à pas. Elle m'a dit, Hugo, vous êtes un homme bien, mais je ne pourrai jamais vous aimer. Mon cœur appartient à Armand et à notre enfant. Notre enfant, comme si leur bâtard était plus important que mes sentiments. C'était votre enfant aussi, vous étiez son ami, j'étais son esclave, hurle Hugo. Pendant des années, j'ai tout fait pour lui, j'ai bâti cette entreprise autant que lui, et pourquoi? Pour qu'il me traite comme un subalterne, pour qu'il ait tout et que je n'ai rien. Dans la cave, Armand serre les poings. Il entend tout grâce au micro qu'Élise porte. Le commissaire Dubois fait signe à ses hommes de se rapprocher de la maison. « Mais vous aviez tout », proteste Élise. « L'argent, le pouvoir. Je n'avais pas Isabelle. » Hugo agite son arme. Et maintenant, regardez, 25 ans plus tard, Armand récupère sa fille perdue. Encore une fois, il a tout et moi rien. Il ne sait même pas qui je suis. Menteur. Je vous ai vus ensemble au cimetière. J'ai vu vos larmes, vos étreintes. Vous croyez que je suis aveugle. Élise sent qu'elle est coincée. Il n'y a plus d'échappatoire. Qu'est-ce que vous voulez? Justice. Armand va perdre sa fille une seconde fois. Et cette fois, il saura que c'est moi qui la lui ai prise. Et après, vous croyez que ça vous rendra heureux? Non, mais ça me vengera. Soudain, des pas résonnent à l'étage. Monique descend l'escalier, les mains levées. « Hugo, arrêtez !» Hugo se retourne. Surpris, « Monique, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour vous dire la vérité, toute la vérité. » « Quelle vérité ?» Monique s'avance lentement. « Sur cette nuit à la clinique, sur ce qui s'est vraiment passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. Tu as menti pour protéger le bâtard d'Isabelle. Non, Hugo, j'ai menti pour me protéger moi. » Monique est maintenant dans le salon. Parce que j'avais peur de vous, peur de ce que vous feriez si vous saviez qu'Élise était vivante. Et tu avais raison. Vous voulez savoir ce qu'Isabelle m'a dit avant de mourir? Ses vraies dernières paroles. Hugo hésite. Élise profite de cette distraction pour se rapprocher de la porte. Quoi? Elle m'a dit. Dites à Hugo que je lui pardonne, qu'il était un bon ami, mais qu'il doit apprendre à laisser partir ce qu'on aime. Le mensonge est parfait. Monique sait exactement quoi dire pour toucher Hugo. Elle a dit ça. Oui. Et elle m'a demandé de veiller sur sa fille. Pas de la cacher, de veiller sur elle. Hugo baisse légèrement son arme. Isabelle, me pardonnez. Elle vous aimait, Hugo. Pas comme une femme aime un homme, mais comme on aime un frère. Elle ne voulait pas vous perdre. Alors pourquoi n'a-t-elle pas... Ah, parce qu'on ne peut pas forcer l'amour, Hugo. Vous le savez bien. Des larmes coulent sur les joues de Hugo. Pour la première fois depuis 25 ans, ses défenses s'effondrent. J'aurais pu la rendre heureuse. Non, dit doucement Monique. Vous l'auriez rendue malheureuse. Et vous le savez. Monique continue d'avancer vers lui. Hugo, il n'est pas trop tard. Rendez-vous. Laissez Élise vivre sa vie avec son père. C'est ce qu'Isabelle aurait voulu. Je ne peux pas. Hugo redresse son arme vers Élise. J'ai trop fait de mal. Trop détruit. Vous pouvez encore vous racheter. Non, il faut que ça finisse. Hugo vise Élise. Monique se jette entre eux au moment où il tire. La détonation résonne dans la maison. Monique s'effondre, une tache rouge s'élargissant sur sa poitrine. « Monique !» crie Élise en se précipitant vers elle. Hugo reste figé, l'arme fumante à la main, réalisant ce qu'il vient de faire. « Pardonne-moi, Isabelle !» murmure Monique dans les bras d'Élise. « J'ai cuidé, j'ai veillé sur elle, comme promis. Monique, tenez bon, dis à ton père que je suis fière de la femme que tu es devenue. » Elle ferme les yeux. Élise pleure, serrant contre elle cette femme
qui vient de donner sa vie pour elle. Armand surgit de la cave, fou de rage. Salaud! Il se jette sur Hugo, qui tire encore. La balle se perd dans le plafond. Les deux hommes luttent pour l'arme. À ce moment-là, les policiers enfoncent la porte. « Police, lâchez votre arme. » Hugo, acculé, regarde tour à tour Armand, Élise agenouillée près de Monique, et les policiers qui l'encerclent. « 25 ans, dit-il. 25 ans que j'attends ce moment. Et maintenant ?» Il sourit amèrement et laisse tomber son arme. « Maintenant, vous avez gagné, Armand, encore une fois. » Les sirènes des ambulances percent la nuit de Fontainebleau, dans le salon de la maison de campagne. Les techniciens de la police scientifique relèvent les indices, tandis qu'Élise, encore sous le choc, regarde les secouristes emporter le corps de Monique sur une civière. « Elle est morte en héros », murmure le commissaire Dubois en posant une main compatissante sur l'épaule d'Élise. Son sacrifice ne sera pas vain. Armand serre sa fille contre lui, tous deux bouleversés par la perte de cette femme qui avait gardé leur secret pendant tant d'années. « Monsieur Duhamel » appelle un officier. « Nous sommes prêts pour l'interrogatoire de Marchand. » Hugo est assis dans la voiture de police, menotté, le regard vide, toute son arrogance, toute sa prestance ont disparu. Il n'est plus que l'ombre de l'homme puissant qu'il était quelques heures encore. « Je veux être présent », dit Armand. « Papa, non », intervient Élise. « Laissez la justice faire son travail. » « Ta fille a raison », confirme le commissaire, « mais l'interrogatoire sera enregistré. Vous pourrez tout écouter. » Dans la salle d'interrogatoire improvisée dans le salon, Hugo fait face au commissaire Dubois. Armand et Élise observent depuis la cuisine. « Grâce à un dispositif de surveillance, Monsieur Marchand, commence Dubois, vous êtes accusé de meurtre avec préméditation sur la personne de Monique Fabre, de tentative de meurtre sur Élise Duhamel et de complicité de meurtre sur Isabelle Duhamel. Voulez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Hugo lève lentement les yeux. « Vous voulez la vérité, toute la vérité. C'est préférable pour vous ?» « Très bien. » Hugo se redresse, retrouvant un semblant de dignité. « Tout a commencé il y a 26 ans, quand j'ai rencontré Isabelle. » Il raconte tout, son amour obsessionnel, la jalousie qui le rongeait. Cette soirée à Fontainebleau où Isabelle avait rejeté ses avances. Elle était si belle, si pure. Elle méritait mieux qu'Armand. Sa voix se brise. Mais elle ne voulait pas comprendre. Alors vous avez décidé de la tuer. « Non !» Hugo frappe la table de son poing. « Jamais je n'aurais voulu sa mort. Je voulais juste qu'elle voie qui était vraiment Armand. Comment ? J'ai engagé des hommes pour compromettre Armand, le faire chanter, révéler des secrets d'affaires, n'importe quoi pour ternir son image auprès d'Isabelle. Dans la cuisine, Armand serre les dents. Entendre la vérité de la bouche de son ancien ami est plus douloureux qu'il ne l'imaginait. Mais ça a mal tourné, continue Hugo. Ces imbéciles ont confondu Isabelle avec Armand dans l'obscurité. Ils ont voulu l'intercepter, lui faire peur. Elle a paniqué, donné un coup de volant. Et vous n'avez rien fait pour les arrêter. Je ne savais pas. Hugo se lève, agité. Quand j'ai appris l'accident, j'ai voulu me livrer. Mais elle était déjà morte. À quoi ça aurait servi ? À éviter 25 ans de mensonges. Hugo se rassoit, abattu. Les premières semaines, j'étais anéanti. Puis j'ai appris qu'elle attendait un enfant. Un enfant qui était mort avec elle. Et là quoi ? Là, j'ai réalisé que je pouvais prendre la place d'Armand. Être le soutien qu'il ne pouvait plus être. Diriger l'entreprise qu'il négligeait dans son chagrin. Vous avez profité de sa douleur. J'ai sauvé l'entreprise. Hugo retrouve un moment de sa superbe. Pendant que monsieur se noyait dans l'alcool et la mélancolie, c'est moi qui ai maintenu Duhamel et associé à Flo, en attendant le bon moment pour le détruire. Il ne méritait pas ce qu'il avait. Isabelle, l'entreprise, le respect de tous. Moi, j'ai tout construit dans l'ombre. Le commissaire Dubois consulte ses notes. Parlez-nous de Monique Fabre. Pourquoi l'avoir embauchée ? Elle savait. Hugo baisse la tête. Cette nuit à la clinique, elle était présente quand Lucette Renaud a fait disparaître le bébé. Je ne pouvais pas la laisser libre de parler. Alors vous l'avez fait chanter ? Je lui ai offert un travail bien payé en échange de son silence. Un marché équitable. Et quand elle est tombée enceinte, Hugo ne répond pas immédiatement. Quand il parle enfin, sa voix n'est qu'un murmure. C'était un avertissement, pour qu'elle comprenne les conséquences du bavardage. Vous avez fait tuer son enfant. J'ai juste dit à mes hommes de lui faire comprendre qu'il valait mieux se taire. Ils ont été maladroits.
Dans la cuisine, Élise porte une main à sa bouche. Horrifiée, cet homme a détruit tant de vies par égoïsme et vanité. Et récemment, pourquoi avoir voulu tuer Élise? Parce qu'elle représentait tout ce que j'avais échoué à détruire. Hugo explose à nouveau. L'amour d'Isabelle et d'Armand, leur descendance, leur bonheur. Elle n'était qu'une innocente femme de ménage. Elle était la fille d'Isabelle. Hugo se lève, les yeux injectés de sang. Vous ne comprenez pas, pendant 25 ans, j'ai cru avoir gagné. Armand était seul, détruit, dépendant de moi. Et là, cette gamine débarque et lui redonne espoir. Donc vous avez voulu l'éliminer? Je ne pouvais pas laisser Armand être heureux, pas après tout ce que j'avais sacrifié. Le commissaire ferme son carnet. Monsieur Marchand, vous réalisez que vous venez d'avouer plusieurs meurtres et tentatives de meurtre? Hugo se rassoit lourdement. Je m'en fiche. Tout est fini maintenant. Pas tout à fait. Le commissaire fait signe à un officier. Il nous reste à établir l'identité des hommes que vous aviez engagés en 2000. Ils sont morts, les deux. Un accident de voiture en 2003. Pratique. Je n'y suis pour rien. Ils sont morts dans un vrai accident cette fois. L'interrogatoire se poursuit encore 1 heure. Hugo détaillant méthodiquement ses crimes, ses manipulations, ses mensonges. Plus il parle, plus Armand et Élise comprennent à quel point ils ont vécu dans l'ombre de cette vengeance patiente. Quand les policiers emmènent enfin Hugo, ils demandent à parler à Armand, face à face, pour la dernière fois. Armand. Quoi encore, Hugo? Je voulais juste te dire. Hugo hésite, puis abandonne. Non, rien. Ça n'a plus d'importance. Si, dis-le. J'aurais pu l'aimer mieux que toi, Isabelle. J'aurais pu la rendre plus heureuse. Armand le regarde avec un mélange de pitié et de dégoût. Tu ne comprends toujours rien, Hugo. L'amour, ce n'est pas une compétition. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Facile à dire quand on a gagné. Je n'ai rien gagné. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu 25 ans avec ma fille. Tout ça à cause de ton égoïsme. Hugo baisse la tête. Je sais. Tu sais quoi? Que j'ai gâché nos vies. Toutes nos vies. Il relève les yeux vers Élise. Elle te ressemble, tu sais. Isabelle, la même force, la même détermination. Tu peux être fière d'elle. Je le suis. Prends soin d'elle. Ne la perds pas comme j'ai perdu Isabelle. Je n'ai pas l'intention de la perdre. Hugo hoche la tête et se laisse emmener par les policiers. Dans la voiture qui l'emmène vers sa cellule, il regarde une dernière fois la maison où tout avait commencé 26 ans plus tôt. « Pardonne-moi, Isabelle », murmure-t-il aux étoiles. « Pardonne-moi d'avoir tout gâché. » Mais les étoiles ne répondent pas. Elles brillent, indifférentes, sur cette histoire d'amour, de haine et de vengeance qui s'achève enfin. Dans la maison, Armand serre sa fille dans ses bras. « C'est fini. »« Ma chérie, enfin fini. Oui, papa, nous sommes libres. » Mais ils savent tous les deux que certaines blessures ne guériront jamais complètement. Hugo Marchand a détruit tant de vies. Il faudra du temps pour reconstruire, pour apprendre à être une famille. Heureusement, ils ont maintenant toute la vie devant eux. 6 mois après l'arrestation d'Hugo Marchand, le cimetière Saint-Roch a retrouvé sa sérénité. Les rayons du soleil de mai filtrent à travers les branches des marronniers, illuminant la nouvelle pierre tombale d'Isabelle Duhamel. Le marbre blanc étincelle, gravé de lettres dorées, épouse aimée, mère retrouvée, son amour nous guide encore. Élise dépose un bouquet de roses blanches sur la tombe. Comme elle le fait chaque dimanche depuis qu'elle a officiellement repris son nom de famille, à côté d'elle, Armand se recueille en silence, tenant dans ses mains la photo de leur première étreinte au cimetière. Le jour où ils se sont enfin trouvés, « Bonjour maman », murmure Élise. « Papa et moi, on voulait te dire, on va bien. On forme vraiment une famille maintenant. » Elle le sait, dit doucement Armand en passant un bras autour des épaules de sa fille. Isabelle nous voit. Elle nous a toujours vus. Il reste quelques minutes dans cette communion silencieuse, puis se dirige vers la sortie du cimetière. Une nouvelle vie les attend dehors. Une vie qu'ils construisent ensemble jour après jour. « Tu es prête pour cet après-midi ?» demande Armand en montant dans la voiture. « Plus que prête. » Élise sourit. « Maman aurait été fière, tu crois ? Elle aurait été la première à applaudir. » Cet après-midi-là, dans les salons feutrés de l'hôtel de ville du 7e arrondissement, se tient une cérémonie particulière. Élise Duhamel, officiellement reconnue comme héritière de l'empire familial,
inaugure la fondation Isabelle Duhamel pour l'enfance abandonnée. La salle est comble, journalistes, personnalités du monde des affaires, représentants d'associations caritatives, tous sont venus assister à cette transformation symbolique. Une partie de Duhamel & Associés devient une fondation dédiée aux orphelins. « Mesdames et messieurs », commence Élise au pupitre, « il y a 6 mois, j'étais une femme de ménage invisible, dans les couloirs d'une grande entreprise. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas pour célébrer ma fortune retrouvée, mais pour honorer la mémoire de ma mère et de toutes les Moniques de ce monde. Dans l'assistance, des larmes coulent. L'histoire d'Élise a ému toute la France. Les médias ont raconté cette incroyable saga familiale, cette quête d'identité qui a révélé tant de secrets enfouis. Ma mère, Isabelle Duhamel, rêvait d'un monde où chaque enfant aurait sa place, où personne ne grandirait dans l'ignorance de ses origines. Cette fondation, c'est son rêve qui prend vie. Armand, assis au premier rang, ne peut retenir ses larmes de fierté. Sa fille a trouvé les mots justes, ceux qu'Isabelle aurait prononcés. Nous allons créer des centres d'accueil, financer des recherches généalogiques, aider les familles séparées à se retrouver, parce que chacun a le droit de connaître son histoire. Les applaudissements crépitent dans la salle. Élise voit son père se lever, puis toute l'assistance limitée. Cette ovation debout, c'est pour Isabelle, pour Monique, pour tous ceux qui ont souffert en silence. Après la cérémonie, père et fille se retrouvent dans les nouveaux bureaux de la fondation. Installés dans une aile rénovée de l'ancien siège de Duhamel & Associés, les murs sont ornés de photos d'Isabelle et d'un portrait de Monique, héroïne discrète de cette histoire. Première donation, annonce Armand en montrant un chèque à sa fille. 50 000 € de la part de Maître Rousseau, tu te souviens? L'avocat qui nous a aidés pour la reconnaissance de paternité. C'est merveilleux. Et les candidatures pour les postes. 73 dossiers pour 3 postes d'éducateur. Isabelle aurait été fière de susciter autant de vocations. Élise s'assoit à son nouveau bureau, celui où trônait autrefois la photo d'Isabelle, qu'elle nettoyait religieusement chaque soir. Maintenant, cette même photo la regarde avec bienveillance depuis sa place d'honneur. « Papa, oui, ma chérie, tu crois que Hugo regrette vraiment ?» Armand réfléchit. Hugo Marchand a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Lors du procès, ses aveux complets et ses excuses publiques ont évité les assises. Mais pas la sévérité de la justice. Je pense qu'il regrette les conséquences de ses actes. Pour le reste, Hugo a passé trop d'années à nourrir sa rancœur. Certaines blessures de l'âme ne guérissent jamais. J'ai reçu une lettre de lui. Armand sursaute. Comment ça? Son avocat me l'a transmise. Hugo demande à me voir, une fois, pour me présenter ses excuses en personne. Élise, tu n'es pas obligée? Je sais, mais je pense que j'en ai besoin, pour vraiment tourner la page. Alors j'irai avec toi. Non, papa, cette fois, je dois y aller seule. Le surlendemain, Élise pousse les lourdes portes de la prison de Fresnes. Dans le parloir, séparée de Hugo par une vitre blindée, elle découvre un homme vieilli, amaigri, que la détention a transformé. Élise, sa voix est rauque dans l'interphone. Merci d'être venu. Que voulez-vous me dire, Hugo? Que je suis désolée, sincèrement désolée. Ses yeux sont cernés, son regard hanté. J'ai détruit votre famille, j'ai tué votre mère, j'ai volé votre enfance. Et pourquoi? Pour une obsession maladive. Vous attendez mon pardon? Non, je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que vous sachiez que votre mère était exceptionnelle, qu'elle méritait mieux que moi, que vous méritez tout le bonheur du monde. Élise l'observe en silence. Cet homme brisé n'a plus rien du manipulateur charismatique qu'elle a connu. Hugo, j'ai une question. Dites, cette nuit où vous avez tenté de séduire maman, est-ce qu'elle vous a vraiment dit qu'elle vous pardonnait? Ou c'était un mensonge de Monique? Hugo ferme les yeux. Elle m'a dit exactement ça. Hugo, vous êtes quelqu'un de bien au fond. Mais vous devez apprendre à laisser partir ceux qu'on aime. L'amour, ce n'est pas une possession. Alors pourquoi n'avez-vous pas écouté? Parce que j'étais lâche. Plus facile de détruire que d'accepter. Élise se lève. Au revoir, Hugo. Élise. Il pose sa main sur la vitre. Votre fondation, j'aimerais y contribuer. J'ai encore des économies, des placements. Gardez votre argent. Ce dont nous avons besoin, c'est d'amour sincère. Pas de culpabilité monnayée. Elle sort sans se retourner, libérée d'un poids qu'elle ne soupçonnait pas porter. 3 mois plus tard, par une belle soirée de septembre,
Armand et Élise dînent en tête-à-tête, dans l'appartement rénové au-dessus des bureaux. Élise a emménagé dans ses anciens appartements familiaux, retrouvant enfin sa place légitime. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux », dit Armand en servant le dessert. « Quoi donc ? Te voir rire. Entendre ta voix dans la maison. Savoir que quand je me lève le matin, ma fille est là. Moi aussi. J'aime cette nouvelle vie. Même si parfois, j'ai l'impression de rêver. C'est normal. Nous rattrapons 25 ans en quelques mois. » Élise regarde par la fenêtre. Paris scintille sous les lumières du soir. Cette même ville où elle a grandi orpheline, où elle a cherché son identité en nettoyant les bureaux de son propre père. « Papa, ah oui, tu crois qu'on aurait pu se rater si je n'avais pas entendu Hugo cette nuit-là ?»« Non. » Armand sourit. « Isabelle nous aurait trouvé un autre moyen. L'amour trouve toujours son chemin. » Ce soir-là, avant de dormir, Élise écrit dans le journal qu'elle tient depuis la mort de Lucette. « Chère maman Isabelle, aujourd'hui j'ai compris que tu ne nous avais jamais quittés. Tu étais dans chaque geste de Lucette qui m'élevait avec amour. Tu étais dans la mélancolie de papa qui gardait ta photo près de lui. Tu étais dans le courage de Monique qui a donné sa vie pour moi. Et maintenant, tu es dans cette famille que nous reconstruisons. Dans cette fondation qui porte ton nom, dans tous ces enfants que nous allons aider à retrouver leurs racines. Merci de nous avoir menés l'un vers l'autre. Merci de nous avoir appris que l'amour véritable ne meurt jamais. Dehors, une étoile brille plus fort que les autres dans le ciel parisien. Élise sourit et ferme les yeux, apaisée. Demain, elle et son père accueilleront les premiers enfants de la fondation. Demain, ils continueront à construire l'héritage d'Isabelle. Demain, ils seront une famille, enfin,